Bismillahirrahmanirrahim. C'est une nouvelle vidéo qui traite un problème d'analyse fonctionnelle, en particulier théorie spectrale des opérateurs linéaires. Donc, soit E, l'espace des fonctions continues de 0 à 1 dans R, muni de la norme infinie. Donc, la norme infinie, c'est le sup de la valeur absolue de f de t. T il est entre 0 et 1 compris. Et on définit l'opérateur T de E dans E. On le définit par Tf de x égale l'intégrale entre 0 et x, f de t dt, x il est dans 0, 1. Certains d'entre vous, donc, ils vont comprendre que la première et la deuxième question, c'est une répétition ou presque d'une vidéo que je viens de publier, ça fait pas longtemps, une semaine ou plus. Donc, montrer que T il est linéaire continu, montrer que T il est compact. Alors, les nouvelles questions, c'est la troisième, la quatrième et la cinquième. De passage, je signale que cet exercice, ça fait partie d'un concours de doctorat qui a été fait à Blida, donc ça fait 2 ans de là. Troisième question, donc montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, on a cette inégalité. Donc, la composition 1 fois de l'opérateur T au point f de x est inférieur ou égal à x à la puissance 1 sur n factoriel, la norme de f infini. Déterminer le rayon spectral et le spectre de T. Et enfin, si on a un opérateur A qui est bijectif et qu'il est compact, alors est-ce que A-1 est continu? Donc, justifiez votre réponse. Bien sûr, à un moment donné, il y a certaines questions qui vont apparaître souvent parce que c'est un peu la thématique. Alors, pour la solution, donc pour la première question par rapport à la linéarité et à la continuité de l'opérateur T, donc on voit que T est un opérateur qui est linéaire. Pourquoi? Parce que l'intégrale, elle est linéaire. Donc, on vérifie que quel que soit alpha et bêta dans R, quel que soit F1 et F2 dans E, alors T de alpha F1 plus bêta F2 au point X, c'est alpha T de F1 au point X plus bêta T de F2 au point X, et ceci quel que soit X dans 0, 1. Ça, c'est une possibilité pour vérifier la linéarité. Il y en a 2 autres possibilités. J'avais fait une dans une vidéo, donc la vidéo précédente. Donc, en utilisant la linéarité de l'intégrale, on aboutit facilement parce que l'intégrale est linéaire, donc on montre que l'opérateur est linéaire. Par rapport à sa continuité, donc on prend donc la valeur absolue de Tf de x, c'est la valeur absolue donc de l'intégrale entre 0 et x f de t dt. Elle est inférieure ou égale à l'intégrale entre 0 et x, la valeur absolue de f de t dt. Donc, si on va faire entrer le sup ici, et comme f, c'est une fonction qui est continue sur un compact, ça veut dire que le sup il sera atteint et il sera un réel, donc qu'on peut le faire sortir à l'extérieur de l'intégrale. Alors, si cette chose sera faite, ça veut dire que ça sera la norme de f infini, donc l'intégrale entre 0 et x dt. Et ça, ce n'est rien d'autre que x fois la norme de f infini. Alors, la continuité d'un opérateur linéaire se résume dans cette formulation. Donc, on dit qu'un opérateur linéaire est continu. Donc, on a démontré ça avant dans une vidéo passée, qu'un opérateur est linéaire s'il existe une constante positive telle que, quel que soit f dans l'espace en question, on a la norme de t au point f est inférieur ou égal à m, la norme de f. Ici, on a choisi la norme infinie, mais même si on change de norme, donc on aura tout le temps la continuité par rapport à la norme choisie, ça veut dire par rapport à la topologie choisie. Bien sûr, il est toujours utile de rappeler que
La continuité est une notion topologique. Ça veut dire qu'on peut avoir un opérateur qui continue par rapport à une norme, mais si on change la norme, eh ben, on risque de ne pas garder la continuité. Pour la deuxième question, bon, c'est juste là, ça veut dire que le grand terme il est égal à 1 et on a cette inégalité qui veut dire que l'opérateur T il est continu, il est linéaire et continu. Pour la deuxième question, est-ce que T est un opérateur compact? Donc, pour cela, il suffit de prouver, comme T est linéaire, donc il suffit de prouver que l'ensemble T de BE est relativement compact. Alors, j'avais promis, je n'ai pas tenu ma parole, comme quoi j'allais vous faire les différentes versions du théorème d'Ascoli-Arzela quand on a des choses compactes, quand on a des choses qui sont de dimension finie, quand on a donc sur des intervalles qui ne sont pas bornés. Alors là, la version adéquate et simple, c'est cette version du théorème d'Ascoli-Arzela. Bien sûr, je vais tenir ma parole et je vais vous proposer l'ensemble des versions, des formes du théorème d'Ascoli-Arzela. Très prochainement, Inch'Allah. Alors, on prouve que l'ensemble F est équicontinu, que l'ensemble F de X qui est T de F de X, tel que F il est dans la boule unité, est borné. Pour la première, donc le premier point, donc on ne montre pas que T est juste équicontinu, mais à cause du fait que l'intervalle 0,1 est compact, eh ben, on va prouver qu'il est uniformément continu. Et du coup, donc, on vérifie que quel que soit epsilon supérieur à 0, bon, je reviens ici, je saute du coq à l'âne. Alors, si c'était uniquement équicontinu, donc on allait procéder un petit peu différemment de ça. Mais comme là, on montre qu'il est uniformément continu, donc la version, ce sera celle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas commencer par X, mais on va commencer par epsilon et que quel que soit X et X', donc le epsilon ne dépend pas de ces variables parce qu'on a l'équicontinuité est uniforme. Alors, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un delta qui dépend de epsilon et qui sont bien sûr tous les deux positifs, tel qu'à chaque fois qu'on a X et X' dans 0, 1, tel que X moins X' est inférieur à delta, alors T de F de X moins T de F de X' est inférieur ou égal à epsilon, et ceci quel que soit F dans B de E. Donc, on a cette inégalité indépendamment de F. Et du coup, ça sera l'équicontinuité de l'ensemble, tout l'ensemble. Bien sûr, avant de continuer, je tiens à rappeler que le théorème d'Ascoli-Arzela n'est utilisé que si on a une partie d'un ensemble de fonctions continues. Donc, sinon, cette caractérisation n'est pas valable. Alors, on a la valeur absolue de T de E. Bien sûr, on va commencer par la fin et on va revenir à l'avant. Et puis après, on va décider de prendre quelque chose qui est fixe et qui vérifie notre inégalité. En quelque sorte, c'est comme si on triche. Ça veut dire qu'on fait formellement la chose et une fois, on va choisir le bon epsilon et le bon delta. Parce que quel que soit epsilon, il suffit qu'on trouve un delta, donc on fait ça formellement. Donc la valeur absolue de TF de X moins TF de X', c'est la valeur absolue de ça. Bien sûr, c'est entre 0 et X, 0 X'. Donc si on suppose que X' est plus petit que X, donc ça sera celle-là, et c'est inférieur à ça, et on prend la norme, ça sera ça, mais comme F dans la boule, comme F elle est dans la boule, pardon, comme F elle est dans la boule,
Ça veut dire que sa norme elle est inférieure ou égale à 1, donc on va garder ça. Mais ça, c'est quoi? C'est le delta. Alors, qu'est-ce qu'il il suffit de prendre quoi? C'est-à-dire, on va prendre que ça, c'est inférieur à epsilon. Donc, si on prend delta égale epsilon, eh ben, on aura tout le temps ça. Il suffit juste de prendre delta égale epsilon et cette inégalité est vérifiée, qui veut dire tout simplement que notre ensemble est uniformément équicontinu. Par rapport à la bornitude donc, de l'ensemble f de x, qui est une partie donc, de R, n'oublions pas, je vais revenir ici, n'oublions pas que T, il va de E dans E, mais TF de X qui suit là, donc ça, il fait partie de R. Donc, TF de X, c'est un élément de R. Voilà. Et je vais revenir ici par rapport à la bornitude. Alors, TF de X, il est inférieur ou égal à 0x, la valeur absolue de f de t dt. On a démontré que ça, il est inférieur à x, la norme de f infini. La norme de f infini, comme f, elle est dans la boule, donc c'est inférieur ou égal à 1. Et x, comme il est dans 0, 1, ça veut dire que tout ça est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x est borné. En se basant sur le théorème d'Ascoli-Arzela, ça veut dire que f est relativement compact et par suite, t est un opérateur compact. Par rapport à l'inégalité donc demandée dans la troisième question, eh ben, généralement, je dis à mes étudiants, quand vous voyez le petit n, il faut tout le temps et rapidement penser à utiliser la démonstration par récurrence. Donc, c'est comme cette histoire de Pavlov, la réaction par rapport à le chien de Pavlov. Donc, à chaque fois qu'il entendait le bruit de la voiture, donc il commence à avoir faim. Alors, sans prendre l'histoire d'une manière donc, textuelle, mais quand on voit n, un bon matheux, généralement, il réfléchit à utiliser la démonstration par récurrence. Si ça ne marche pas, on cherche autre chose. Alors là, on va procéder par récurrence. Pour n égale 1, la continuité de t donc, nous permet donc, de conclure. Donc, on a ça. Ça, c'est déjà fait. On suppose que cette formule donc, est vraie à l'ordre n et on démontre qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, elle est vraie à l'ordre n. Ça veut dire que quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a la valeur absolue de Tn de f de x est inférieure ou égal à x à la puissance n sur n factoriel, la norme de f infini. Donc ça, on suppose qu'elle est juste à l'ordre 1. Maintenant, on démontre qu'elle est juste à l'ordre n plus 1. Donc, on écrit ce que c'est Tn, on écrit la formule par rapport à l'ordre n plus 1, mais t de n plus 1 f de x, c'est la composition de t une fois avec t n fois. Mais là, par application de la définition, ça c'est comme g de x. Donc, ça sera la valeur absolue de l'intégrale de 0 à x, g de t dt. Mais ça, en fait, c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 de x, tn f de t dt. Tn f de t dt, selon l'hypothèse de la démonstration par récurrence et qui a été supposée juste à l'ordre n, donc nous permet de faire quoi? Nous permet de remplacer la valeur absolue de Tn de f au point t par t à la puissance n sur n factoriel, la norme de f infini. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, 1 sur n factoriel, la norme de f infini, et ça sera celle-là. Donc, ça sera l'intégrale entre 0 et x, tn dn. Mais ça, ce n'est rien d'autre que x à la puissance n plus 1 sur n factoriel fois n plus 1, la norme de f. Et ça, ce n'est rien d'autre que celle-là. Ça veut dire qu'on a pu arriver donc à cette formule qui est juste à l'ordre n plus 1 en s'appuyant sur la véracité de la formule à l'ordre n, mais on était obligé parce que si nous n'avions pas utilisé la véracité de l'opération de la formule à l'ordre n, eh ben,
l'implication, si l'implication n'utilise pas la véracité de la formule à l'ordre n, ça veut dire que ce n'est pas une démonstration par récurrence. Ce que nous donne le résultat donc, de cette inégalité. Pour le rayon spectral, il est défini par R de T, c'est la limite de Tn, 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini. Bien sûr, entre autres, le rayon spectral, c'est la valeur absolue, donc sur le sup, sur la valeur absolue ou le module de lambda, qui appartient au spectre. Donc, on prend le maximum. Alors, par rapport à la question 3, donc on tire que quel que soit n supérieur ou égal à 1, la norme de Tn est inférieure ou égale à 1 sur n factoriel. Donc, on passe au sup. N'oublions pas que le f, il est dans... la norme, le f, il est dans l'espace des fonctions continues à valeur dans R. Donc, on divise par la norme de f, on prend le sup et on va obtenir ça. Bien sûr, excusez-moi, je ne vais pas revenir à la définition de la norme d'un opérateur linéaire qui a été déjà faite avant, donc dans les vidéos précédentes. Et donc, si on prend la racine qui est une fonction croissante, donc ça nous permet, donc on a le droit donc, de garder l'inégalité parce que c'est une fonction croissante. Mais remarquons que l'exponentielle de n, qui est une fonction très jontée, elle est égale à la somme donc, de k égale 0 jusqu'à plus l'infini, nk sur k factoriel. Donc, le rayon de convergence, c'est R tout entier. Mais là, on a une infinité de quantités. Donc, c'est une somme d'une infinité d'éléments. Certainement, la somme de choses positives, elle est supérieure ou égale à l'un d'entre eux. Alors, celui-là, il est choisi avec précaution. Ça veut dire qu'on va le choisir quand k égale n. Et du coup, exponentielle de n, il est supérieur ou égal à n à la puissance n sur n factoriel. Ça veut dire que n factoriel, il est supérieur ou égal à n à la puissance n sur e à la puissance n, exponentielle n. Et si on prend la racinième, ça veut dire que le n saute et ça sera la limite de 1 sur e. La limite, donc, elle est égale à plus l'infini. Ça veut dire que le r de t, il est égal à 0 parce que le n sur e, il est raoub multahid. Puisque l'opérateur T est compact, ça veut dire que le 0 il appartient donc le spectre de l'opérateur T. Mais comme le spectre il est dans la boule, la fermeture de la boule de centre 0 et le maximum, donc la norme de T, mais la valeur absolue de T, il est inférieur ou égal à T. Donc R de T, c'est le maximum. Et comme il est égal à 0, ça veut dire que sigma de T, il est réduit au 0. Donc, on n'a qu'une seule valeur spectrale qui est égale à elle-même. Et par convention, donc, le spectre est égal à 0. C'est ça, c'est par convention. Alors, l'opérateur inverse, dans le cas où l'opérateur il est injectif, et compact, l'opérateur inverse, dans le cas où l'opérateur il est bijectif, il est compact, et bien l'opérateur inverse, il n'est pas continu, tout simplement parce que si on suppose qu'il est continu, on sait que la composition d'un opérateur compact avec un opérateur continu, c'est un opérateur compact, mais comme la composition, c'est l'identité, alors l'identité, ce n'est pas une application compacte. Pourquoi? Parce que l'image de la boule, c'est exactement la boule de E et cette boule, elle n'est pas relativement compacte. Pourquoi? Parce que le théorème de Riesz nous contredit du fait que si la boule unité est relativement compacte, ça veut dire que la dimension de E est finie. Or, l'espace dans lequel on travaille est de dimension infinie. Ceci termine cette petite vidéo. Je vous remercie. À la prochaine.